la lettre du 7 novembre que nous avons reçue ce matin, en raison bien sûr du décalage horaire. Vous rejetez ce document comme ayant très peu ou peu de valeur. C'est ce que vous avez dit. Je crois que cette lettre n'a que très peu ou aucune valeur, à savoir l'évaluation de votre rapport médical par cette personne. J'en déduis que vous pourriez changer d'avis si ce médecin avait accès, comme vous, à tout le dossier médical, vos rapports, ceux des autres médecins. Si ce médecin avait donc accès à l'intégralité du dossier médical, vous seriez prêt. Le procureur, j'aimerais soulever une objection. Le président. Oui, la parole est à l'accusation. Le procureur. Excusez-moi, je ne veux pas soulever des objections dès la première question de la défense, mais je dirais que cette question appelle à la spéculation. En effet, dans la question, on présume que si l'expert recevait ou avait accès à tous les documents auxquels le professeur Campbell a eu accès, il aurait la même opinion. Et je pense que c'est ce que justement essayait de dire la juge Cartwright. Et que peut-être que le médecin aurait une opinion différente s'il avait accès à l'intégralité du dossier médical. Je demande donc à ce que cela soit, que la question soit reformulée. Maître Carnavas. J'accepte cette objection car c'est tout à fait ce que j'essaie de dire. Avez-vous des objections, professeur Campbell, à ce que ce médecin étudie tous les dossiers que vous avez consultés pour préparer votre rapport et puisse présenter un avis médical à la Chambre? Le procureur, je me pose à cette question. Le président. Oui, la parole est à l'accusation. Le procureur. Bon, une fois de plus, je regrette ces interruptions, mais cette question n'est pas appropriée. On ne devrait pas être posé à ce témoin de lui demander s'il serait opportun qu'un autre expert se prononce. C'était une question pour la Chambre, et ce n'est pas un témoin expert de décider ce qui est approprié ou non. Maître Carnavas. Docteur, si ce médecin la juge Cartwright a dit qu'il est un psychiatre légiste supposé, et je reviendrai là-dessus. Donc, si ce médecin devait étudier tous les documents que vous avez étudiés, ainsi que vos rapports, serait-il plus apte à présenter une opinion mieux informée sur l'évaluation de vos rapports? Le président. Oui, la parole est à la partie civile. Oui, bonjour Monsieur le Président et bonjour à tous. J'ai quand même le sentiment que cette question est identique à la première question posée par mon confrère de la défense de Yang Sari, et je pense qu'elle est donc répétitive, outre qu'elle est inappropriée. If I may respond. Maître Carnavas, j'aimerais répondre. Ce qu'a dit la juge Cartwright, c'est que la lettre est inutile, car le médecin n'a lu qu'un seul rapport, car nous n'avions pas le droit de lui remettre l'intégralité du dossier. Et c'est pour cela que le professeur Campbell a dit qu'il ne voyait que très peu de valeur ou aucune à cette évaluation, car l'expert que nous avons consulté, qui a travaillé pour nous gratuitement à la dernière minute, n'avait que très peu de documents à étudier. Et c'est pourquoi je demande au professeur Campbell, qui est un expert, advenant qu'un autre expert
puisse étudier tout ce que vous avez étudié, serait-il dans une meilleure position pour présenter une évaluation que celle qu'il a fait en une seule journée? Je pense que le professeur Campbell peut répondre. Il peut peut-être être en désaccord avec les conclusions de l'autre médecin, mais il peut au moins répondre à ma question. Le professeur Campbell, je jugerais que c'est tout à fait non nécessaire. Le président. Professeur Campbell, je vous prie d'attendre. Maître Carnavas, veuillez reformuler vos questions. Et je vous prie de faire de votre mieux. Pour éviter de poser des questions qui invitent le professeur Campbell à faire de la spéculation. S'il vous plaît, reformulez vos questions. Et la Chambre a rappelé au parti certains documents ne peuvent être présentés à l'audience. Donc veuillez reformuler vos questions et veuillez, je vous prie, éviter de demander aux témoins de spéculer. Maître Carnavas, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas intéressé par vos opinions quant à la pertinence de cela. Car vous, ce que je veux savoir, car vous rejetez la lettre ou son contenu. Si l'expert avait eu accès à vos rapports, ainsi que ceux des autres médecins, de tous les antécédents médicaux, un tel expert serait-il en mesure de présenter des conclusions mieux informées? Et je vous demande de répondre à la question sur la base de votre expérience en tant que médecin. Et je ne veux pas que vous fassiez de spéculation. L'accusation. À nouveau, désolé, mais la transcription ne dit pas que le professeur Campbell a rejeté la lettre d'office. Des propositions ont été soumises au professeur Campbell et il a réagi. Dans un ou deux cas, il les a rejetées. Mais on ne peut pas dire que le professeur Campbell a rejeté complètement la lettre. C'est fausser ce qui a été dit et je pense que c'est de nature à induire le professeur en erreur. La défense. Je comprends que l'accusation veuille faire obstacle. Je suis prêt à passer en revue la lettre pour voir quelles sont les parties qui sera acceptée par le professeur Campbell. Par exemple, la partie où il est critiqué pour avoir utilisé des méthodes inacceptables. Est-ce que vous acceptez ce que cette personne dit concernant votre rapport? Il dit qu'il voyait peu de valeur ou pas de valeur. C'était une citation. Et ce, en répondant à la juge Cartwright. Ma question est donc la suivante. Si cet expert, ce médecin, ce professeur, devait avoir accès à vos rapports précédents, aux dossiers médicaux antérieurs, est-ce que ce médecin-là serait mieux placé pour présenter une évaluation mieux informée de votre évaluation la plus récente?
Le président. Maître Carnavas, la Chambre est saisie de votre demande concernant l'envoi des documents relatifs au rapport établi par le docteur Campbell. Vous demandez ou plutôt vous n'avez pas demandé à examiner ce document au cours du débat. Or, à présent, le débat porte là-dessus. Vous avez posé des questions à l'expert en l'amenant à spéculer. Vous avez employé des formules telles que « et si », en formulant donc des hypothèses. Il incombe à la Chambre de se prononcer. Ce n'est pas l'expert lui-même qui se prononce. Le docteur ne devra pas répondre à ces questions. Veuillez reformuler. La défense. Une chose. C'est la juge Cartwright qui a ouvert cette porte. Désolé, mais celle qui a fait référence à ça. Le courriel que nous avons reçu hier de la Chambre disait qu'il n'était pas envisagé de. Alors, pour un Américain, envisager, ça veut dire prévoir, mais ça ne veut pas dire qu'on se voit interdire de faire quelque chose. Il n'y a pas d'interdiction d'essayer d'obtenir une évaluation ou de faire une évaluation. Deuxième chose, la juge Cartwright a ouvert la porte en mentionnant le fond de cette lettre. Mais en plus, apparemment, le médecin a vu lui-même cette lettre. Sinon, comment aurait-il pu être si cavalier en disant que ça n'avait peu ou pas de valeur? De toute évidence, il a répondu à la question en se fondant sur ce qu'il avait vu. Je soupçonne que c'était une opinion formulée en connaissance de cause. Docteur, vous pourrez répondre. Je ne vois pas comment la Chambre pourrait examiner un document donné, poser des questions, demander des réponses au médecin, alors que celui-ci a prédit que ça n'a pas de valeur ou peu de valeur parce qu'on n'aurait pas examiné tous les antécédents médicaux. Et puis, la défense demande au même médecin si une opinion mieux informée pourrait découler de la part d'un expert si celui-ci avait tout le dossier. Ce n'est pas de la spéculation. De toute évidence, il est ici comme expert. Je ne vois pas comment on pourrait contester cela. Mais je vais passer à la suite. Je considère que nous ne pouvons pas interroger le médecin là-dessus. Toutefois, comme la juge Cartwright a mis en cause la réputation de ce médecin en disant « supposément », j'aimerais présenter à ce témoin le document E115.2.2, c'est le curriculum vitae du docteur Herald J. Brunstein. C'est un curriculum vitae qui fait 29 pages, il vient de Harvard, il a toutes ses qualifications et on ne peut pas dire que c'est supposément un expert du domaine où il exerce. En utilisant le terme supposé expert, la juge a donné, et il faut le déplorer, l'impression que cela pourrait être un charlatan. Or, je demande à ce médecin-ci d'examiner le CV et il pourra voir si la personne en question est quelqu'un de reconnu. C'est quelqu'un qui a étudié à Harvard. L'accusation. Le président interrompt. Je donne la parole à l'accusation. L'accusation. Premièrement, je conteste la manière dont la défense
qualifie de cavalier les commentaires du docteur. L'avocat ne peut utiliser des termes de ce type lorsqu'un témoin donne son opinion. Il n'y a rien eu de cavalier. C'est un manque de respect que d'employer ces termes, si cela est fait sans motif. Deuxièmement, la défense a violé la règle établie hier par la juriste hors classe. Il ressort bien du courriel qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. Ça me semble approprié de laisser les parties consulter un expert médical pour comprendre le rapport. Ça me semble être une demande appropriée. Mais la Chambre a bien dit par le biais de la juriste hors classe que cette démarche était utilisée concernant ces rapports. Maintenant, la défense essaye de présenter des éléments de preuve devant la Chambre, éléments qui ne seraient pas visés par les règles de recevabilité. Règle 87.4. Ensuite, la défense pose des questions détaillées, spécifiques, en demandant de montrer le CV dans le prétoire, alors qu'aucune demande n'a été faite au titre de la règle 87.4. Comme les juges le savent, votre décision disait que si un document doit être présenté à un accusé, la règle 87.4, un accusé ou un témoin, la règle 87.4 s'applique et une demande doit être faite par rapport à ça. Nous aurions contesté cette demande ce matin pour les mêmes raisons pour lesquelles la défense a dit ne pas avoir eu le temps de se préparer. Du coup, l'expert consulté par la défense n'a pas eu assez de temps non plus, d'où mon objection à cette lettre et au versement au dossier du CV, car il n'a pas eu l'occasion de donner une opinion fiable. Et donc, la présentation des documents et du CV et des questions posées, tout cela doit cesser. La décision rendue, c'est que les parties doivent poser des questions appropriées aux témoins qui soient en rapport avec ces conclusions telles qu'établies dans le rapport. La défense. J'aimerais brièvement réagir. Le mot cavalier était peut-être trop fort. Je retire cela. Ce que je voulais dire, c'était que le professeur, ou plutôt je présente mes excuses au médecin si je l'ai offensé. L'interprète n'a pas compris le reste. Et ici, mon confrère a absolument tort. Je ne suis pas venu dans le prétoire pour utiliser cette lettre, même si je l'avais avec moi. Je l'ai fait distribuer par suite de transparence. Je pensais avoir le devoir de le faire. La juge Cartwright a commencé à en parler. Elle l'a cité. Je n'étais pas préparé à présenter au médecin le CV. Je suis sûr que le médecin en a connaissance. Mais, comme j'ai entendu le terme « supposé », je me suis senti obligé de faire amener une autre exemplaire parce que j'ai pensé que ce serait nécessaire. Je n'ai fait que réagir au débat. Désolé de m'être préparé à une telle éventualité. Mais je n'ai pas demandé que la lettre soit présentée. J'aurais pu le faire ce matin. Lorsque nous avons fait distribuer le courriel, j'ai pensé avoir été consciencieux, je pensais avoir fait mon travail. Si j'avais voulu, j'aurais pu essayer jeter cette lettre à la figure du médecin depuis ma place en faisant semblant de ne pas connaître la procédure. Je suis prêt à passer à la suite, mais je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que nous avons fait de notre mieux pour violer ces règles.
j'ai réagi en fonction de l'évolution des débats dans le prétoire. Je suis prêt à passer à autre chose. Mais je pense qu'il faut donner acte du fait que nous avons agi de façon adéquate durant toute la procédure. Le président. La Chambre va laisser la parole à la juge Cartwright. Je vous en prie. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. L'accusation a correctement résumé les raisons qu'avait à l'esprit la Chambre lorsqu'elle a permis à l'avocat de consulter des médecins dûment qualifiés pour se permettre à l'audience d'aujourd'hui et pour s'assurer que tous les aspects techniques du rapport du professeur Campbell seront bien compris par les parties. Le problème que pose cette lettre, c'est qu'elle a été déposée par la défense de Ieng Sary. Je conviens que cela a été fait par souci de transparence absolue. Toutefois, cette lettre ne saurait être traitée comme constituant une opinion d'expert, et ce pour des raisons bien évidentes. Je vois que Maître Carnavas est d'accord avec cela. Ce que peut faire Maître Carnavas, et qui serait parfaitement approprié, c'est de présenter à l'expert des informations tirées de cette lettre pour permettre à la Chambre de comprendre pleinement l'opinion d'expert du professeur Campbell. C'est sur cette base-là que des questions ont déjà été posées aujourd'hui. La réputation de qui que ce soit n'a pas été contestée, mais nous ne pouvons pas
savoir si ce consultant est effectivement un expert. C'est aussi simple que cela. Monsieur Maître Canavas, il vous est loisible de présenter des éléments à l'expert, et pour le cas où cela n'aurait pas été assez clair, je le dis, cette lettre est arrivée et a été déposée ce matin. Du coup, professeur Campbell en a reçu un exemplaire. Tout est transparent, mais cette lettre ne saurait être considérée et traitée comme constituant une opinion d'expert. Est-ce que cela suffit, Maître Canavas? Maître Canavas? Oui, mais nous n'avons jamais présenté ça comme une évaluation d'expert ou comme une expertise. Je ne pensais pas que cela susciterait autant de polémiques. Laissons ça de côté pour l'instant. Voyons si nous pouvons passer à quelque chose de plus plaisant, après quoi nous y reviendrons. Docteur Campbell, durant toute la matinée, quand des questions vous étaient posées, vous regardiez les juges, les avocats, vous avez écouté les questions, vous avez traité l'information, ensuite vous avez répondu en connaissance de cause. Conviendriez-vous qu'une certaine concentration est requise pour pouvoir se faire de votre part? Réponse. Effectivement, bien sûr. Question. Quand les questions vous arrivent de la part d'un juge cambodgien, par exemple, question formulée dans une autre langue, je suppose que vous devez marquer une pause, écouter attentivement, et parfois même, peut-être, devez-vous ajuster votre mode de réflexion en fonction de la qualité de l'interprétation, de manière à être sûr d'avoir compris clairement le sens de la question posée. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. C'est le même processus qui se déroule quand je parle à Ieng Sary. Ça passe par l'interprète. Il me répond et les réponses sont interprétées. Question. Voyons si vous pouvez ici m'aider. Est-ce que c'est le même niveau de concentration que celui qui serait requis pour, par exemple, participer à une audience, suivre une audience? Est-ce que vous diriez que dans ce cas-là, il faut plus ou moins de concentration? Réponse. Le niveau de concentration est le même qu'on suive une audience ou qu'on interroge Ieng Sary. La présence d'un interprète facilite les choses, car cela donne plus de temps, puisqu'il y a un délai lié à l'interprétation. Donc cela n'a guère d'effet sur la concentration. Question. Peut-être n'ai-je pas été assez clair en formulant ma question. J'essaye de comprendre une chose. A-t-on besoin du même niveau de concentration que celui dont vous avez besoin pour écouter les questions et y répondre par rapport à une situation où on est dans le prétoire ou dans la salle temporaire et où l'on suit un procès? Est-ce qu'il s'agit de la même qualité de concentration requise au cours d'une certaine période assez prolongée, de 9h à 16h, avec des pauses? Est-ce qu'on parle de la même qualité de concentration, d'après vous? Réponse. Oui, la même qualité de concentration, qu'on soit dans le prétoire ou que je sois en train d'interroger Ieng Sary en tant que clinicien. La défense. Très bien. Je parle en général. On parlera de Ieng Sary après. Je veux être sûr que ce que vous dites est ce qui suit. Quand vous évaluez si Ieng Sary ou un autre accusé est pleinement capable de suivre les audiences, de se concentrer pendant toute une journée en assistant ses avocats, nous parlons du même degré de concentration, à savoir dans le cas de figure où vous êtes le témoin et celui où lui est l'accusé. Réponse. Je suppose que oui. La défense. Très bien. Gardons cela à l'esprit. Avant l'audience, j'ai rencontré mon client. Il était alité, au sous-sol. Il recevait de l'oxygène. Il était sur le flanc et il parlait de façon très cohérente. Diriez-vous qu'une personne se trouvant dans cette situation est pleinement capable de se concentrer en atteignant le niveau que vous avez décrit comme étant nécessaire pour donner conseil à ses avocats? Qu'en pensez-vous?
Le président, veuillez attendre de répondre. La parole est à l'accusation. L'accusation. Ce n'est pas une objection. Ces questions sont appropriées, mais l'avocat est en train de déposer, en présentant sa propre évaluation de ce qu'est l'état de santé physique et mentale de son client ce matin. Ce type de question n'est pas approprié. Il pourrait reformuler sa question en présentant une autre situation. Mais la question ne peut s'appuyer sur des prémices présentées comme factuelles. Tout ce qui est présenté, ce sont les observations de l'avocat et ce n'est pas approprié. Si l'avocat pose la question autrement, eh bien, nous serions moins amenés à soulever une objection, car l'avocat a fait acter d'une chose qui n'était pas admise en tant qu'élément de preuve. La défense, je vais reformuler. Avant de venir dans le prétoire, avez-vous rencontré Yang Sari dans sa cellule temporaire pour voir dans quel état il était? Réponse, je n'ai pas vu Yang Sari aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je l'ai vu à l'hôpital et dans la cellule temporaire et au centre de détention auparavant. À chaque fois, il était pleinement à même de se concentrer et de répondre. Je suppose que s'il a été vu juste après être passé dans la cellule temporaire, peut-être qu'il allait être essoufflé un peu de temps, mais après, il doit pouvoir récupérer. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas se concentrer et répondre. La défense. Maintenant, vous spéculez, docteur, car vous ne l'avez pas vu. Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas là toute la journée. Est-ce que vous ne formulez pas des spéculations en disant qu'il peut se concentrer en permanence? Réponse. Je donne un avis sur la base de mon évaluation et du temps que j'ai passé avec lui. La défense. Très bien. Nous allons venir à votre évaluation. Mais j'ai encore une question générale qui répond aux paramètres fixés par l'accusation. Si un accusé est dans sa cellule temporaire et qu'il somnole par intermittence pendant l'audience, il éprouve des vertiges ou même il dort. Selon vous, en tant que médecin, est-ce que cette personne est suffisamment consciente pour donner des instructions à ses avocats? Réponse. Sur la base de mon évaluation de Yang Sari, je n'ai pas eu de signes ou de preuves comme quoi il allait dormir dans la cellule temporaire. Je ne pense pas qu'il y ait des preuves que ça soit effectivement le cas. La défense. Je comprends que vous vouliez toujours parler de Yang Sari, mais je pose une question générale. Nous allons venir à votre évaluation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question? Si vous ne la comprenez pas, dites-le moi. Pourriez-vous répondre à ma question? D'après vous, une telle personne pourrait-elle aider à sa propre défense en se concentrant, en traitant l'information et en étant en mesure ensuite de donner des instructions à ses avocats? Le président, la parole est à l'accusation. Je vous en prie, témoin, veuillez attendre. L'accusation. Objection. La question est vague. Le fondement factuel, la situation factuelle, c'est qu'il y a une personne qui somnole, qui dort. L'avocat fait des propositions factuelles nombreuses qui sont très floues. Il faudrait être plus précis pour que le professeur puisse donner un avis raisonné. Nous n'avons pas d'objection à ce qu'on demande l'avis d'experts du médecin en disant, par exemple, si mon client dort, est-ce qu'il suit l'audience? Alors la réponse, bien sûr, est non. Mais l'avocat
demande une opinion légale très précise en se référant à une situation factuelle très vague. Il faudrait donc être plus précis. Et ainsi, le professeur aura davantage l'occasion de donner un avis pertinent plutôt que de demander si mon client dort, suit-il l'audience. Bien sûr, la réponse est non, puisqu'il dort. Mais si la question est plus précise, ce serait peut-être plus utile. I understand. Maître Carnavas. Monsieur le Président, je comprends le problème de l'accusation. Et je comprends leur tactique et leur stratégie. Mais dans ma formation, et la façon normale de faire les choses peut aller du général au précis. Et donc la façon dont la question a été posée était très simple. Il n'y avait rien de vague, de flou, de compliqué. Voici un médecin qui est professeur, il est déjà venu, on parle la même langue. Je pense que le docteur est tout à fait capable de répondre à la question sans aller dans les détails. Les détails viendront par la suite. Peut-il répondre à la question, donc? Ou le trouve-t-il trop vague? Je laisse la parole au médecin. Well, there are two issues here. Réponse. Et il y a deux questions. La question de savoir, c'est est-elle capable de se concentrer? Et la personne se concentre-t-elle à ce moment-là? Je me suis déjà endormi pendant les conférences, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de me concentrer pendant ces conférences. Et rien ne me montre que Yang Sari n'est pas capable de se concentrer. Cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas somnoler à l'occasion. C'est une question d'intérêt. Maître Carnavas, à votre avis, le président. Maître, veuillez marquer une pause entre les réponses et les questions. Sinon, les interprètes auront de la difficulté à rendre vos propos. Et cela causera des problèmes pour ceux qui les écoutent. Maître Carnavas. Excusez-moi, Monsieur le Président, parfois je suis un peu trop exubérant. Alors, je comprends votre réponse. La somnolence est un procédé naturel. Et donc, si quelqu'un comme Yang Sari s'endort ou se réveille pendant les audiences, il les suit, à votre avis. Est-ce ce que vous nous dites? Ou ai-je mal compris? Réponse. Vous avez mal compris. Je dis qu'il est capable de se concentrer. Maître Carnavas. D'accord, bon, nous y reviendrons peut-être plus tard. Discutons maintenant de votre examen. Je sais que vous avez déjà rencontré Yang Sari. Vous connaissez donc ses antécédents médicaux. Et on vous a remis un certain nombre de documents pour préparer cet examen médical. J'aimerais savoir, avez-vous lu tous ces documents avant de rencontrer Yang Sari? Réponse. Tout à fait, j'ai lu tous les documents depuis la dernière fois que je l'avais vu, et j'ai lu aussi les documents précédents, mes évaluations précédentes. Maître Carnavas. Je vais faire une pause. Bon, il semblerait que l'on vous ait aussi remis des transcriptions des audiences précédentes, à moins que je me trompe, et des lettres, c'est-à-dire la correspondance entre la défense de Yang Sari et la Chambre de première instance sur le sujet des soins de santé que reçoit Yang Sari. Réponse. C'est exact. J'ai lu les transcriptions et certaines des propos dans la transcription attribués aux médecins sont difficiles à comprendre. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Certaines déclarations sont erronées. Question. Dans une de nos lettres,
nous y faisons référence à la transcription, c'est celle du 24 octobre 2012. Et nous remarquons qu'à la page... Ah, bon, le docteur Lim Sivuta, à une des pages de la transcription, a dit qu'il ne pouvait pas converser avec Yang Sari pendant plus de 15 minutes. Et ce n'a pas été le cas quand vous avez rencontré Yang Sari. C'est ça? No. Réponse. Pas du tout. J'ai été avec lui pendant 1 heure et demie et je n'ai eu aucun problème. Pouvez-vous me donner la page de la transcription à laquelle vous faites référence? Maître Canavas, page 62 à 63. Now, obviously, from your testimony today, Maître Canavas, d'après votre déposition aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation qu'a fait le médecin cambodgien ou ses conclusions. Est-ce exact? Réponse sans micro du médecin. Maître Canavas, on vous a remis la transcription et la lettre et vous avez dit que vous les avez lues. Et il me semble... Le professeur Campbell parle sans micro. Le président. La parole est à l'accusation. Le procureur. Ce n'est pas une objection. J'aimerais savoir si peut-être l'on pouvait lire l'extrait de la lettre en question. Car le conseil a mal cité la transcription. En fait, il y avait un entretien qui n'avait pas pu durer de plus de 15 minutes, mais en fait, on avait limité l'entretien de 15 minutes, c'était une seule fois. Et non pas que tous les entretiens ne pouvaient durer plus de 15 minutes, c'était une seule. Et l'autre entretien était 15 minutes par hasard. Donc peut-être pouvait-on citer textuellement l'extrait en question. Maître Canavas. Monsieur le Président, une fois de plus, la lettre. D'avoir déposé cette lettre, c'était pour fournir des renseignements au professeur Campbell et pour souligner les préoccupations que nous avions par rapport à la déposition de Lim Sivuta. Donc, sous 4C de notre lettre, nous citons l'extrait en question. read the passage of the letter. Bon, je ne vais pas non plus passer toute la journée à lire la transcription. Enfin, je suis prêt à le faire. Donc, si vous pouviez peut-être sortir la lettre. C'est la lettre du 24 octobre 2012. Et si vous n'avez pas d'exemplaire, on pourra vous en remettre une. On me dit que c'est affiché à l'écran. C'est-à-dire les déclarations du Dr Lim Sivuta par rapport à la concentration de Yang Sari. Personnellement, je n'ai aucune préoccupation sur cet aspect. Mais je ne suis pas l'expert en la matière. Page de transcription 32. Et je ne crois pas qu'il y ait quelques problèmes de concentration. Page de la transcription 52. Tant bien même que le docteur Lim Sivuta reconnaît que Yang Sari était fatigué quand il devait répondre à une question. Donc, la fatigue était le problème principal. Et si l'on élève le ton, ou plutôt si on parle plus fort, il essaie de répondre en parlant plus fort. Par la suite, cela l'a épuisé. Nous avons donc dû limiter la durée de l'entretien.
Et je pense que jusqu'à présent, c'est à peu près 15 minutes. C'est le plus long que les entretiens aient duré. Page 62 à 63 de la transcription. Donc, gardant ces extraits à l'esprit, professeur Campbell, si l'on présume que le docteur Lim Sivuta a raison, qu'il nous dit exactement, que l'on croit sur parole que ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé. Jugez-vous que quelqu'un, dans une telle condition, quelqu'un qui est fatigué après une quinzaine de minutes de conversation, pensez-vous qu'une telle personne soit en mesure de suivre les audiences et de se concentrer pour pouvoir aider à leur propre défense? Et je ne vous demande pas de savoir, je ne vous demande pas de me dire ce que vous avez observé quand vous avez vu Yang Sari. Je vous demande, on procède étape par étape, n'est-ce pas? Je vous demande de vous prononcer sur ce que je viens de vous lire. The transcript. La transcription, la page 62, montre que les entretiens duraient une quinzaine de minutes et que c'était la durée normale pour évaluer la condition de quelqu'un. Mais il n'est pas indiqué nulle part dans la transcription que c'était la fatigue qui limitait l'entretien. Et comme je l'ai dit, lorsque l'on fait un examen de routine, ce serait une durée normale d'entretien. Maître Carnavas, donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, avec la partie que je viens de vous citer. Il était fatigué quand il devait répondre à une question. Donc la fatigue était le problème principal. Vous dites que ça, ce n'est pas dans la transcription ou que ce n'est pas ce que le docteur a observé? Ni l'un ni l'autre? Vous n'êtes pas d'accord? Professeur Kamel, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon expérience avec Yang Sari. Maître Carnavas, je vous ne demande pas votre observation de Yang Sari. Nous y viendrons. Je vous demande, d'après ce qu'a vu ce médecin, d'après ses descriptions des entretiens, et donc selon votre définition d'un niveau de concentration, considérez-vous que quelqu'un qui est si fatigué, comme le décrit le docteur Nsivuta, jugez-vous, d'après l'observation du docteur, que quelqu'un aussi fatigué pourrait suivre les audiences? Le procureur. Je m'oppose à cette question. Comme l'a dit le professeur, le conseil cite mal l'extrait. Le docteur dit que Yang Sari est devenu fatigué et était épuisé à un moment donné, et donc a dû limiter le temps pour l'entretien. Pas tous les entretiens. C'était ponctuel. Et le médecin dit, je pense que jusqu'à présent, le plus longtemps que l'on ait pu avoir un entretien avec lui était de 15 minutes. Et comme le professeur l'a dit, la seule interprétation, plutôt, on ne peut pas de là en tirer que tous les entretiens n'ont duré que 15 minutes à cause de la fatigue. C'est simplement que tous les entretiens ont duré 15 minutes. Et il y a une fois, où les médecins indiquent qu'il était clairement fatigué. Donc, de caractériser, de dire que tous les entretiens ont duré 15 minutes, cela déforme les propos. Maître Carnavas, c'est une déformation de ma question. J'essaie de voir de la part du médecin, enfin de l'expert. Je demande au professeur Campbell de se prononcer sur les observations de l'autre médecin. Est-ce là conforme au niveau de concentration nécessaire pour qu'un accusé puisse aider à sa propre défense? Donc, si quelqu'un est épuisé après 15 minutes de conversation, ne peut plus répondre à des questions, est-ce que cela est quelqu'un qui serait capable de maintenir sa concentration? J'apprécie le fait que le médecin, ce n'a pas été l'expérience personnelle du professeur Campbell. Et je pose des questions générales avant d'aller dans les détails. Le professeur Campbell peut-il répondre à cette question? Et en général, Monsieur le Président, le droit de réplique n'est pas accordé. On va rappeler. Le Président. Droit de réplique à l'accusation. Le procureur.
le Conseil de la Défense mélange des questions sur les faits et des spéculations. S'il souhaite que le professeur Campbell parle d'une situation hypothétique, si elle est assez précise, nous n'avons aucune objection, mais pas une vague. Mais on ne peut faire de la spéculation et mélanger des faits de toute façon qui ont été déformés. Soit il présente une situation hypothétique, ou qu'il parle de la caractérisation du médecin, mais quand la question mélange les faits et la spéculation, il n'y a aucun fondement robuste et ça ne sert plus à rien. Donc, l'une ou l'autre des techniques sont très bien, mais qu'il ne les mélange pas dans la même phrase. Maître Carnavas, c'est pourquoi j'ai remis le document au docteur, le président. La Chambre retient l'objection de l'accusation. L'expert n'a pas à répondre à la question. Maître Carnavas, je comprends que vous n'avez pas passé une journée entière avec Yang Sari, de 9h à 10h30, pause de 20 minutes, puis reprise jusqu'à midi, 1h30 de pause, et ensuite continuer jusqu'à 15h30, 40, petite pause, et de continuer jusqu'à 16h. Vous n'avez jamais fait cela dans vos rencontres avec Yang Sari, n'est-ce pas? Réponse. Non. Je l'ai vu pendant 1h, 1h30, et n'a montré aucun signe de fatigue à la fin de cette conversation. Il a eu une pause et nous l'avons vu par la suite. Il était alerte. Question. Vous n'avez donc jamais administré d'examen qui était dans les mêmes heures que de séance pour voir si à 15h30, il était toujours alerte et en mesure de se concentrer à un niveau suffisant pour suivre les audiences, sans somnolence, sans dormir. Vous n'avez pas essayé de reproduire les heures de séance du tribunal. Réponse. Je ne l'ai pas fait et le docteur Sina Fazel non plus lorsqu'il l'a vu. Nous n'avions nul besoin de faire une telle reconstitution des heures. Il n'avait aucune faiblesse cognitive. Le président. Maître. Bon, vous comprenez, vous allez trouver. Allez-y. Veuillez marquer une pause entre les échanges. C'est difficile lorsque vous interrompez le professeur. Maître Carnavas. Très bien. Docteur Campbell, c'est votre avis en tant que médecin que si vous faites un examen pendant 1h30 avec quelqu'un le matin, que vous faites une petite pause et vous tirez la conclusion que cette personne est en mesure de se concentrer, en vous fondant sur cet examen, vous pouvez déclarer avec certitude médicale que l'après-midi, cette même personne, avec tous les problèmes physiques et mentaux qu'il peut avoir, aurait la même capacité de concentration en après-midi que le matin quand vous les avez rencontrés. Le président. Professeur Campbell, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Encore une fois, Maître Carnavas mélange les faits et les hypothèses dans sa question. Pour que la question soit utile, il faudrait dire, compte tenu
enfin, plutôt, le conseil a dit que compte tenu des difficultés physiques et mentales. Mais le professeur Kamel a déjà dit qu'il n'y a pas de difficulté mentale. Donc, on pourrait, dans la question, dire, compte tenu de l'état, des difficultés physiques de Yang Sari, mais du fait qu'il n'a pas de problème mental, comme l'a dit le professeur Campbell ce matin. Mais Maître Carnavas a dit, compte tenu des difficultés physiques et mentales, et ce n'est pas ce que le professeur a dit. On induit ici le témoin en erreur, de dire que Yang Sari a des difficultés mentales, on ne peut pas utiliser ce fondement pour poser la question. Maître Carnavas, je vais reformuler ma question. Laissez-moi être précis. Votre conclusion médicale est que vous avez administré un examen pendant 1h30 le matin et vous déclarez, compte tenu de son état, qu'il soit physique ou mental, on parle ici de la même personne, il ne devrait pas y avoir de confusion de la part de l'accusation. Donc, vous déclarez, comme médecin, que, comme vous l'avez vu le matin, il en découle, sans faute, que l'après-midi, il serait tout aussi alerte, tout aussi apte à se concentrer. Ça, c'est votre avis en tant que médecin. Réponse. Oui, car moi et ceux qui l'avons examiné dans le passé avons considéré qu'il était en mesure de se concentrer. Certainement, la capacité à se concentrer d'une personne à se concentrer varie. En général, on peut avoir de la somnolence après le déjeuner, mais je ne crois pas que Yang Sari ait de la difficulté à se concentrer. Maître Carnavas. Et lors de cet examen, vous l'avez revu en après-midi pour voir si c'était le cas avec lui, Yang Sari, compte tenu de son état. We examined in the afternoon because Réponse. Nous l'avons vu en après-midi, car après l'avoir vu le matin, il était naturel d'aller prendre le déjeuner et de le voir après. Et nous avons administré les tests qu'il a bien réussi. Question. Pouvez-vous nous donner les heures? Quand l'avez-vous examiné, le matin et l'après-midi? Réponse. Nous l'avons examiné le matin de 10h30, 11h moins le quart à midi, et ensuite en après-midi à 13h. Maître Carnavas. Et comment était-il capable de se concentrer? Quelle était sa capacité de concentration à 9h ce matin-là? Le saviez-vous? Réponse. Non, je ne l'ai pas vu à 9h. Je n'ai pas de raison de croire qu'il ne serait pas en mesure de se concentrer à 9h. Question. Oui. Et vous ne l'avez pas vu non plus vers 15h30 ou 16h. Et pourtant, vous déclarez qu'il aurait la même capacité à se concentrer? Réponse. C'est mon avis qu'il serait capable de se concentrer de la même façon. Maître Carnavas, mais vous dites qu'il est capable. Que voulez-vous dire par capable? Réponse. Eh bien, s'il avait voulu se concentrer, il aurait été capable de le faire. Alors, il y a des choses sur lesquelles on se concentre plus, et quand quelque chose n'est pas pertinent pour nous, on ne se concentre pas autant. Je ne vois aucune raison de croire qu'il ne serait pas capable de se concentrer s'il le jugeait dans son intérêt. Maître Carnavas, je crois comprendre ce que vous dites. Laissez-moi m'assurer d'avoir bien compris. S'il est fatigué,
Et s'il somnole, vous dites que malgré cet état, il est capable, par la force de sa volonté, de se concentrer. Et c'est ce que vous nous dites? Le président. La parole est à l'accusation. Le professeur Campbell, veuillez attendre avant de répondre. Le procureur. Je ne veux pas m'opposer aux répétitions. Mais, bon, la déposition de l'expert est importante, et il est important que les questions soient posées clairement. Dans sa question, Maître Carnavas a présenté deux propositions, ce qui porte à confusion. La première était de dire, en après-midi, quand quelqu'un somnole, maintenez-vous que cette même personne aurait la capacité de se concentrer? Le professeur a clairement dit que pendant la journée, Yang Sari a le choix s'il décide de demeurer alerte ou non. Et c'est la question. Alors que mon savant confrère pose un fait, présente un fait. Qu'il somnole, mais qu'il y a un certain degré de volonté. À savoir si l'accusé s'endort ou non. Donc il faut s'assurer que les faits soient bien établis dans la question. Sinon, cela induit l'expert en erreur. Maître Carnavas, tout d'abord, le procureur dit que c'était confus, maintenant il dit que ça induit en erreur. Mais le professeur Campbell a utilisé le mot capable. C'est une question simple. Mon client a 87-88 ans, il a des difficultés physiques, parfois il reçoit même de l'oxygène pour respirer. Il a des douleurs. Nous le savons tous. Et ma question est la suivante. Si Yang Sari s'endort, Campbell pense-t-il que c'est un choix, qu'il choisit de s'endormir, il n'a pas vraiment envie de se concentrer, ou plutôt, est-ce que c'est en raison de son état physique qu'il ne peut pas demeurer alerte et qu'il n'est pas capable de se concentrer? J'espère que cette question est assez claire. Et je vois que le procureur hoche de la tête, donc je pense qu'il n'y aura pas d'objection. Professeur Campbell, deux choses. Il est dans un état fragile, donc mais les heures de séance ne sont pas si longues que ce soit trop difficile. Ensuite, le fait qu'il s'assoupisse ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de se concentrer. Et ce n'est pas nécessairement ça ne découle pas nécessairement de son état physique. Nous nous assoupissons tous à l'occasion. Maître Carnavas, d'accord. Je vois que l'heure du déjeuner approche et je suis sur le point d'aborder un autre sujet. Je suggère donc, Monsieur le Président, que l'on prenne la pause. Le Président. La parole est au coprocureur. Le procureur. Non, je ne sais pas une objection. Mais pour ce qui est de la planification du reste de l'audience, je sais le professeur n'est ici, je crois, qu'aujourd'hui. La défense lui a posé des questions pendant la dernière heure et 5 minutes. Donc, pour l'accusation et les parties civiles, j'aimerais savoir combien de temps supplémentaire recevra la défense pour son interrogatoire de l'expert. Et la même durée devrait être mise à la disposition
de l'accusation et des parties civiles. Donc, et de sorte à ce que nous puissions poser les questions les plus précises possibles. Et si nous pouvions le savoir avant la pause déjeuner, ce serait très, très utile. Mr. President, Maître Carnavas, j'aurais avancé davantage sans ces objections qui, à mon avis, étaient gratuites et sans fondement. Cela a pris environ 20 ou 30 minutes de mon temps. Quoi qu'il en soit, je pense avoir besoin d'encore 1 heure. Bien sûr, je m'en remets à la Chambre. Je me conformerai aux instructions. J'aimerais aborder certains aspects des tests qui ont été administrés par le médecin. Je n'ai pas l'intention d'aborder des points techniques. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Ce sont des questions assez élémentaires. Compte tenu de l'importance de cette déposition, je pense qu'1 heure, ce n'est pas trop, et l'accusation et les parties civiles devraient avoir ainsi assez de temps, puisque la Chambre a dit qu'il fallait éviter les répétitions. Je pense que les questions pourront ainsi être posées. En fait, certainement que beaucoup de questions que l'accusation voulait poser ont déjà été posées par les juges. Le président, est-ce que l'accusation pourrait indiquer de combien de temps elle aurait besoin pour interroger cet expert? L'accusation. Il faudra voir ce qui sera soulevé par la défense. Si la défense s'arrête maintenant, alors j'aurai besoin de 3 quarts d'heure, ou moins. Comme l'a dit la défense, beaucoup de questions ont déjà été abordées. Mais si la défense continue pendant encore 1 heure, peut-être que d'autres questions nouvelles vont être soulevées. Et dans ce cas-là, nous aimerions avoir l'occasion de disposer de plus de temps pour les aborder. Mais à ce stade, l'accusation aurait besoin d'un maximum de 3 quarts d'heure. Le président. Qu'en est-il des co-avocats principaux pour les parties civiles? Monsieur le Président, je pense qu'en tout état de cause, nous ne dépasserons pas 15 minutes en ce qui nous concerne.
អភិបញ្ហាពេលវេលា Le président. Nous avons entendu l'avis des partis concernant la distribution du temps de parole. La défense de Ieng Sary pourra disposer d'encore 45 minutes après le déjeuner. Le reste du temps sera accordé à l'accusation et aux parties civiles. Vers la fin de l'audience, par ailleurs, toutes les parties auront l'occasion de faire quelques observations de clôture. Suspension de l'audience à présent. Les débats reprendront à 13h30. Huissier d'audience, veuillez prêter votre assistance à l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 13h30.